Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Bonjour chez vous, votre rendez-vous d'information politique et parlementaire avec des débats, de l'analyse, du décryptage et un éclairage sur l'actualité de vos territoires. Dans un instant, place à l'invité politique. Ce matin, je reçois Adrien Taquet, le secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Nous parlerons notamment du Ségur de la Santé, cette grande concertation qui commence aujourd'hui pour améliorer notre système de soins et les conditions de travail de nos soignants. Cette semaine s'annonce décisive pour le gouvernement puisque le président de la République, Emmanuel Macron, doit présenter demain le plan de relance du secteur de l'automobile. Et puis le Premier ministre, Édouard Philippe, annoncera jeudi la nouvelle étape du déconfinement. Aujourd'hui, nous parlerons également des municipales puisque ça y est, le second tour des municipales est acté avec une date normalement le 28 juin. La campagne peut commencer avec des mesures sanitaires très strictes et une campagne qui s'annonce compliquée au niveau électoral pour La République En Marche. Tout de suite, l'invité politique de Bonjour chez vous. Et j'accueille ce matin Adrien Taquet, le secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Bonjour Adrien Taquet. Bonjour. Nous sommes ensemble pendant 20 minutes pour parler de différents sujets et notamment du Ségur de la Santé, cette grande concertation entre le gouvernement et les acteurs du monde de la santé. Elle commence aujourd'hui, elle dure 7 semaines et elle est censée améliorer notre système de soins et les conditions de travail de nos soignants. Alors, le gouvernement, depuis 3 ans, a mené plusieurs plans en faveur de la santé. Pourquoi cela n'a pas marché ? Écoutez, là, je pense que la démarche est absolument inédite. D'une part, par les personnes qui seront autour de la table. À partir de cet après-midi, 15h30, et effectivement, pour les 7 prochaines semaines, vous aurez toutes les fédérations hospitalières, les représentants d'usagers, des représentants d'élus. Aussi les administrations, qu'elles soient centrales, locales, des étudiants. Et ça concernera l'hôpital, mais aussi le médico-social, les EHPAD, par exemple, et la médecine de ville, puisqu'il s'agit bien, vous l'avez évoqué, d'améliorer l'organisation globale de notre système de santé, c'est-à-dire à la fois l'articulation entre l'hôpital, le médico-social et la ville. C'est inédit aussi par la méthode. Effectivement, une grande concertation nationale qui sera animée par Nicole Notat, aux côtés d'Olivier Véran, mais aussi une dimension territoriale. Il y a véritablement le souhait de la part du ministre, du gouvernement, de faire remonter les expériences de terrain. La crise du Covid-19 a confirmé un certain nombre de choses que l'on savait sur notre système de santé, ses forces et aussi ses faiblesses. Ça a affirmé aussi un certain nombre de nos certitudes. Ça a pu remettre en cause un certain nombre de pratiques professionnelles. On le voit dans le champ de la santé. Moi, je le vois aussi dans le champ de la protection de l'enfance. On aura l'occasion d'y revenir. Donc vraiment le souhait de faire remonter pendant ces 7 semaines, au travers de débats régionaux, les expériences de terrain. Et puis, il y aura aussi une plateforme numérique qui sera mise en place pour que les professionnels de santé puissent directement participer, contribuer, partager leur vision, leur expérience du métier sur cette plateforme. Et puis cette concertation inédite, elle est aussi basée sur un constat qu'a fait le président de la République. Votre stratégie en faveur de l'hôpital n'a pas marché, la stratégie gouvernement. Écoutez, je crois que le constat est partagé, effectivement. Il est connu depuis un certain temps. Le diagnostic avait été fait par ce gouvernement même, il y a effectivement de cela 2 ans. Il est partagé. Il est désormais question d'aller à la fois plus loin, plus fort et surtout plus rapidement. Le président de la République l'a tout de suite dit. Les fondements notamment du plan Ma Santé 2022, qui étaient un peu les prémices de ce vers quoi nous tendons, nous devons aller, était un plan stratégique probablement qui allait dans le bon sens à moyen terme. Il est urgent aujourd'hui de transformer notre système de santé, de revoir, de revaloriser les fonctions de personnel soignant. Il a été clairement dit qu'il y aura une revalorisation notamment des salaires. Ça a été clairement dit par le président de la République et par Olivier Véran et par le Premier ministre. Aussi redonner de nouvelles carrières, de nouvelles perspectives de carrière. Ça vaut aussi pour les personnels des EHPAD. Toute une réflexion aussi sur l'investissement. On se souvient que lors du plan sur les urgences à l'hôpital, il avait été annoncé par le Premier ministre que l'État allait reprendre une grande partie de la dette des hôpitaux, ce qui allait leur donner de nouvelles capacités financières pour investir. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Est-ce qu'il faut trouver de nouvelles sources aussi de financement pour les hôpitaux ? Ça, c'est le deuxième chantier. Le troisième chantier, c'est la question de l'organisation dans les territoires, justement, au plus près de la réalité territoriale, l'articulation entre l'hôpital, la médecine de ville, le médico-social, comment ça s'organise. Et puis, enfin, dernier chantier, c'est un peu la question de ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire comment on donne aux soignants au sein de l'hôpital
davantage de moyens de décision et d'action parce que c'est eux qui sont au plus près de la réalité de leur métier. Alors l'un des chantiers importants, vous l'avez dit, il concerne la rémunération du personnel soignant. On va d'abord regarder les chiffres et notamment faire des comparaisons avec les pays européens et on va regarder la rémunération des infirmiers. En Espagne, elle est de 2 600 € par mois, en Allemagne de 2 383 € et en France seulement de 2 070 €. Comment on en est arrivé là ? Écoutez, je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais effectivement, le constat est là, qui est que nos personnels soignants, nos infirmiers sont plutôt dans la fourchette basse de la moyenne européenne. Et donc, il y a la volonté de rattraper à minima ces rémunérations pour ces personnels de première ligne dont on a vu l'importance, l'utilité sociale, comme on dit, particulièrement à l'occasion de cette crise du Covid-19, mais je pense qu'on avait tous déjà la conviction qu'ils étaient importants en temps normal, en quelque sorte. Donc, il va y avoir effectivement des discussions à cet égard. Discussion aussi sur le temps de travail, qui est aussi un chantier qui a été mis sur la table. Voilà, donc vraiment une discussion très large, sans tabou. Véritablement. Pas de tabou non plus entre ce qui est articulation entre le public et le privé, dont on a vu qu'il y avait peut-être des choses qui pouvaient être améliorées à l'occasion de cette crise. Voilà, l'ensemble des sujets sont sur la table et vont nous animer pendant les 7 prochaines semaines. Alors, juste pour revenir sur la rémunération, le personnel soignant, forcément, attend des chiffres. On sait qu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, veut atteindre la moyenne européenne en termes de rémunération des infirmiers, notamment, selon certains syndicats, cela représente 300 € par mois. Est-ce que ça correspond à cette fourchette ? Écoutez, quand on regarde les chiffres que vous avez vous-même présentés, c'est à peu près ça. Je ne vais pas m'avancer et commencer à vous donner les résultats d'une concertation qui n'a pas encore commencé. Mais je crois que le ministre a fixé un cap et maintenant, à nous tous de déterminer le chemin pour y parvenir. Est-ce qu'il y aura d'autres professions ciblées par ces augmentations ou seulement les infirmiers ? Et je crois que tous les sujets sont sur la table. Je crois que c'est l'ensemble des personnels soignants qui peuvent être concernés. Je vous parlais des personnels en EHPAD notamment, dont on a vu aussi l'importance en ces temps particulier, donc non, ça ne concernera pas que les infirmiers. Alors, vous l'avez dit, il va y avoir également un débat sur les 35 heures à l'hôpital. Le gouvernement souhaite un assouplissement des 35 heures. Concrètement, à quoi ça va ressembler ? Une fois encore, a dit qu'il fallait que se pose la question des 35 heures. Je pense qu'on est tous assez d'accord, et d'ailleurs sur l'ensemble des bancs de cette Assemblée, pour dire que le passage aux 35 heures a représenté un certain nombre de difficultés assez particulières dans le monde hospitalier, a créé des complications et qui a nécessité de revisiter un petit peu ce dispositif, l'assouplir. Je ne sais pas quelle forme ça prendra très concrètement. Là, je pense que ça fait aussi partie des négociations qui doivent avoir cours durant ce Ségur. Il y aura les syndicats qui seront là autour de la table et je pense que chacun apportera des idées. C'est en tout cas ce qu'on leur a demandé. Il y aura également une réflexion sur l'organisation du monde de la santé, du monde de l'hôpital, avec cette phrase hier prononcée chez nos confrères du journal du dimanche par Frédéric Valtou, le président de la Fédération hospitalière de France. Il dénonce la bureaucratisation de l'hôpital français. Vous êtes d'accord avec ce constat ? Écoutez, un des 4 chantiers qui sont ouverts à cette consultation, à ce Ségur, c'est la question de ce que j'appelais la gouvernance tout à l'heure. C'est-à-dire effectivement redonner au personnel soignant un peu plus de pouvoir de décision, de pouvoir d'action au sein de l'hôpital. Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à adopter les mots que vous venez d'évoquer, mais il y a effectivement une réflexion à avoir sur la place des soignants au sein de l'hôpital. C'est peut-être quelque chose qui permettrait d'améliorer le fonctionnement de notre système global de santé. Oui. Ça veut dire qu'on va donner plus de pouvoir aux médecins face à l'administration ? Ça veut dire qu'il faut repenser la façon dont le pouvoir, les compétences sont partagées au sein de l'hôpital. Vous avez des instances où à la fois les représentants de la médecine publique et des administrations sont présentes pour diriger les hôpitaux, mais c'est ce genre de choses sur lesquelles il faut réfléchir. Voilà, c'est un des 4 chantiers, redonner plus de moyens d'action, plus de moyens de décision au personnel soignant au sein de l'hôpital. C'est eux qui sont au plus près de la pratique, des enjeux de santé publique. Il faut qu'ils aient toute leur place, en tout cas dans le nouveau système. Est-ce que cette crise sanitaire n'a pas montré l'échec des ARS, des agences régionales de santé qui ont piloté la crise région par région ? Écoutez, il est de bon ton, effectivement, dans certains cercles de taper à bras raccourcis sur les ARS. Moi, je trouve le procès un peu facile. Moi, je veux saluer l'engagement de l'ensemble des... Parce que derrière ces sigles, il y a des hommes et des femmes.
et ces hommes et ces femmes, qu'ils soient dans les ARS ou qu'ils soient au ministère des Solidarités et de la Santé, moi je les croise tous les jours depuis 3 mois, jour et nuit. Et je vois que c'est aussi grâce à eux que le système ne s'est pas effondré. Donc c'est à eux aussi qu'il faut rendre hommage. Après, il y a probablement des améliorations à mener sur l'organisation territoriale de notre système de santé, notamment via les ARS, niveau régional, comme le nom l'indique. Est-ce qu'il y a besoin de davantage de proximité? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une intimité justement plus grande dans l'articulation entre l'hôpital, la médecine de ville, le médico-social, au plus près d'une réalité territoriale qui, d'un département à un autre, peut changer? Voilà, je pense que toutes ces questions, une fois encore, sont sur la table. Mais moi, je veux aussi rendre hommage à ces personnels-là, parce qu'il y avait les soignants, évidemment, mais il y avait aussi ces personnes-là, sans lesquelles, une fois encore, le système n'aurait pas tenu. Alors, il y a la question de l'attractivité des professions de santé, avec un chiffre qui est un peu effrayant. Il y a 30% d'emplois non pourvus dans le monde de la santé. Comment on fait pour retrouver cette attractivité? Eh ben, on crée des... Alors, il y a la question des rémunérations, on l'a un peu évoqué. Je pense que ce n'est pas le seul sujet. Je pense que la question, en santé, comme dans beaucoup d'autres secteurs, ça vaudrait aussi pour le social, ça vaudrait aussi pour certains secteurs de la médecine, je pense à la médecine scolaire notamment, pour lequel je travaille un peu, c'est redonner des perspectives de carrière, des perspectives d'évolution. Dans trop de secteurs, ça vaut aussi pour les EHPAD. Vous rentrez avec un niveau de rémunération et un statut, et vous avez très peu de perspectives d'évolution. Donc il faut créer de véritables parcours, accompagner cela de formation, créer des passerelles entre différents parcours pour offrir des perspectives d'évolution et de carrière. Je pense que les gens recherchent évidemment une rémunération, et c'est bien légitime, mais aussi des perspectives professionnelles, des perspectives d'évolution. Enfin, vous comme moi, c'est ce qu'on recherche aussi dans notre vie professionnelle, et il en est de même pour les personnels soignants. C'est très compliqué aujourd'hui, c'est très compartimenté, c'est très siloté. Il faut remettre de la fluidité et de la perspective dans tout ça. C'est un des sujets qui sera en discussion. Et l'un des sujets très importants sera forcément la question du financement de tous ces chantiers pour la santé. Adrien Taquet, quelle est l'enveloppe budgétaire du gouvernement ? Écoutez, à ma connaissance, il n'y a pas d'enveloppe globale, finale qui a été mise sur la table, mais je pense qu'il y a une conscience collective de la part du gouvernement qu'effectivement des moyens conséquents seront nécessaires. Il y a déjà des moyens conséquents qui ont été dégagés ces derniers mois, ces dernières années. Il y a des engagements fermes qui ont été pris sur l'augmentation des rémunérations. Je vous l'ai dit, il y a un sujet sur l'investissement. On a vu qu'un certain nombre d'hôpitaux étaient à certains égards vétustes et qu'il y avait un véritable besoin de réinvestir dans les lits, dans le matériel, dans le bâtimentaire. Bon, voilà, donc tout ça a effectivement un coût, mais je crois que pour l'hôpital, probablement peut-être encore que plus pour toute autre chose, comme le président a pu le dire dès le début de la crise, quoi qu'il en coûte, nous devrons mener à bien cette réforme. Mais en même temps, Olivier Véran a dit qu'il n'y aurait pas d'argent magique. Donc, on est dans le quoi qu'il en coûte ou dans l'argent magique ? Nous avons tous conscience de la nécessité d'une transformation profonde, rapide de l'hôpital public, et qu'il faut qu'on se donne les moyens d'y arriver. Et je pense que c'est toute la volonté et l'ambition du gouvernement. Alors, il y a un autre sujet qui est important dans le domaine de la santé. Il s'agit de la dépendance. Où en est le plan du gouvernement pour lutter contre la dépendance ? Écoutez, ce sujet avait fait l'objet de nombreux travaux, notamment menés par Myriam El Khomri sur les métiers liés à la dépendance. C'est un sujet important. Un certain nombre de travaux menés également autour de la question du financement, car on sait que c'est un des sujets majeurs. Tout cela a été un peu, effectivement, mis entre parenthèses avec la crise, mais en réalité de façon très, très courte, dans la mesure où on a vu que la question de la dépendance des personnes âgées a éclaté aussi de façon assez forte à l'occasion de cette crise, avec toute la problématique autour des EHPAD. Donc c'est un sujet qui figure parmi les priorités d'Olivier Véran et du gouvernement, avec une question importante qui est celle du financement. Il est évoqué la création d'un 5e risque pour la dépendance, et avec des mécanismes de financement qui sont en cours d'élaboration et qui sont en cours de finalisation, même, pour lequel j'ai bon espoir que nous puissions y arriver. Et donc comment on pourrait financer cette 5e branche de la sécurité sociale ? C'est des choses un peu techniques, mais vous avez une caisse d'amortissement de la dette sociale qui s'appelle la CADES, qui devait arriver à terme assez prochainement. Une des solutions possibles envisagées qui a été évoquée est de rallonger
danger l'existence même de cette caisse et donc le fait qu'elle absorbe un certain nombre de dettes sociales. Elle est alimentée notamment par une part de CSG. On pourrait très bien imaginer qu'il y ait une attribution de cette part de cette CSG pour financer la dépendance. Voilà, c'est une des pistes qui est envisagée. D'accord, une part de CSG pour financer la dépendance. C'est une des pistes qui est envisagée. Ce sont des choses qui feront l'objet de discussions d'ailleurs probablement en ces lieux lors des prochaines discussions budgétaires, j'imagine. Adrien Taquet, vous êtes en charge au gouvernement de la protection de l'enfance particulièrement. On sait que les violences sur les enfants ont augmenté pendant le confinement. Est-ce que vous avez un bilan chiffré de ces violences ? Alors on le sait, on le suppose. Quand, en temps normal, 80% des violences faites aux enfants ont lieu dans un cercle intrafamilial, effectivement, quand on décrète le confinement, que l'on ferme les écoles par ailleurs, qui sont généralement l'endroit où on détecte les violences, on perd un peu nos yeux et donc on se dit qu'effectivement, il y a de grands risques. Il y a de quoi être inquiet sur les violences faites aux enfants. Ce que l'on sait, c'est que le nombre d'appels au 119, qui est le numéro de l'enfance en danger, dont je rappelle que c'est un numéro gratuit et anonyme, le 119, ces appels ont augmenté de 100%. Donc, ce chiffre est à la fois inquiétant et à la fois porteur d'espoir, quelque part. Enfin, c'est en tout cas ce que j'ai envie d'y voir. Inquiétant parce que oui, il traduit probablement une augmentation des maltraitances au sein de la famille. Mais je pense qu'il est aussi le baromètre de notre propre vigilance collective. Parce que derrière ce chiffre de 100% d'augmentation, vous avez aussi une augmentation de 80% des appels faits par les voisins. Une augmentation de 60% d'appels faits par des camarades qui, par les réseaux sociaux, les SMS qu'on s'envoie, sentent que leur copain va mal et donc appellent le 119. Et donc, cette période, je pense qu'il y aura un avant et un après Covid, en réalité. Et je pense que ce que l'on a réussi à faire, c'est de créer un réflexe 119. Et je pense que notre vigilance collective s'est accrue. Et je pense qu'un des enjeux aujourd'hui, c'est qu'en période de déconfinement, et qu'une fois que tout ça sera derrière nous, que cette vigilance se maintienne. Et j'en appelle vraiment à chacun des Français, parce qu'on ne va pas mettre un gendarme dans chaque foyer. Donc vraiment, la sécurité de nos enfants, elle repose aussi un peu sur chacun de nous. Être attentif à ce qui se passe derrière la paroi de l'appartement quand on entend des cris. Voilà, aller frapper. Essayer de faire redescendre la pression. Et puis quand on a un doute, appeler le 119 ou le 17 quand il y a une situation d'urgence. Voilà. C'est cette société de vigilance auquel le président de la République, dans un autre contexte, appelait. Je pense qu'il faut la garder, cette société de vigilance, parce que c'est ça qui sera la meilleure garantie pour la sécurité de nos enfants. Alors vous l'avez dit, les signalements ont augmenté pendant le confinement, mais est-ce qu'il y a eu les bonnes décisions suite à ces signalements, notamment pour extraire les enfants du domicile familial ? Alors, quand vous avez un appel au 119, vous avez des écoutants formés, professionnels de grande qualité, dont il faut saluer aussi là l'engagement pendant cette période-là, qui vont qualifier l'appel. Ils vont décider soit de le renvoyer directement aux forces de police et de gendarmerie s'il y a vraiment un caractère d'urgence. Et là, il faut saluer aussi, je salue beaucoup de monde, mais c'est sincère, les forces de police et de gendarmerie qui ont été particulièrement investies. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, leur avait dit d'être très attentifs, particulièrement attentifs aux violences conjugales d'un côté et aux violences faites aux enfants. Et il y a eu énormément d'interventions où les policiers allaient dans les familles, prenaient les enfants et les amenaient à l'hôpital ou au service de l'aide sociale à l'enfance. Beaucoup plus qu'en temps normal. Et puis, quand il y a des situations moins urgentes, dramatiques, c'est renvoyé à ce qu'on appelle les cellules de recueil d'informations préoccupantes qui dépendent des départements et dont une continuité de service avait été assurée. Le service était un peu dégradé par rapport à d'habitude, comme pour chacun d'entre nous, mais il y a eu une continuité de service et donc les enquêtes sociales étaient menées, des travailleurs sociaux étaient menés dans les familles et les bonnes décisions étaient prises. Adrien Taquet, on va maintenant parler des élections municipales puisque ça y est, la campagne du second tour peut commencer d'ici au 28 juin. C'est la date qui a été fixée, sauf avis contraire du Conseil scientifique. Mais cette campagne va se dérouler sans contact social. Est-ce qu'elle est vraiment possible, cette campagne ? Cette campagne, elle va être différente, mais comme on sent que nos vies sont sensiblement différentes depuis quelques semaines et qu'elles le seront encore pour les semaines suivantes, il faut, chacun d'entre nous, dans nos activités professionnelles, dans nos relations sociales, on doit s'adapter. Et de la même façon, pour la campagne électorale, il faudra s'adapter aux règles sanitaires et aux impératifs qui sont ceux-là en ce moment. Mais je pense qu'il est important, comme tout le reste, là aussi, de façon progressive, la vie démocratique reprenne et que ce second tour puisse avoir lieu. Alors, concrètement, techniquement, par exemple, François Bayrou propose que le vote par correspondance et le vote sur Internet soient possibles. Christophe Castaner y est plutôt défavorable. Quelle est votre position ?
Moi, j'y serais favorable sur le principe. Je pense qu'il y a des considérations d'ordre technique et de sécurité dans le délai court qui nous sépare du second tour. Je pense que c'est ça qui explique un peu les réticences de Christophe Castaner. Il y a besoin aussi de pédagogie aussi quand on installe ce nouveau type de modalité de vote. Mais je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir à plus long terme, crise ou pas crise, de voir comment se donner les moyens de mettre en œuvre ce type de possibilité de vote. Pour les départementales, pour les régionales en 2021 ? Pourquoi pas, mais je pense qu'une démocratie moderne doit pouvoir avoir recours à des outils technologiques pour mettre en œuvre le vote, quand il y a une crise comme celle que nous connaissons, en espérant qu'elle ne se reproduise pas, ou parce que ça offre aussi des facilités plus grandes, plus diverses à nos concitoyens pour voter. Mais on l'a bien vu, je parlais de remise en cause de nos pratiques professionnelles aux uns et aux autres, on voit bien que la technologie a changé un peu notre façon de faire, le télétravail, la façon dont vous faisiez vos interviews, les travailleurs sociaux pour maintenir le contact entre les parents et les enfants avaient recours aussi au Zoom, au FaceTime, etc. Bon, voilà, tout ça qui sont dans nos usages quotidiens, on voit que dans nos pratiques professionnelles, ça a changé nos habitudes et ça les enrichit. Mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas aussi dans le processus démocratique. Alors, parlons maintenant de l'enjeu électoral pour La République En Marche, avec une question sur Paris. La candidate LREM, Agnès Buzyn, est toujours dans l'incertitude sur sa candidature au second tour. Selon vous, est-ce que c'est la bonne candidate pour le second tour à Paris ? Elle est dans l'incertitude, c'est vous qui le dites. Elle est très silencieuse en tout cas. Je ne l'ai pas entendu le dire, moi. Pour Paris, la candidate pour Paris de La République En Marche est, à mes yeux, toujours Agnès Buzyn. Je ne l'ai pas entendu dire le contraire. J'ai même plutôt entendu Stanislas Guerini, patron de La République En Marche, dire que c'était notre candidate. Agnès Buzyn a fait une bonne campagne, elle a fait un score qui est on ne peut plus honorable et elle est aujourd'hui notre candidate pour le second tour à la mairie de Paris. Donc pour vous, c'est la bonne candidate ? C'est la bonne candidate. Une question rapidement sur la majorité La République En Marche à l'Assemblée nationale. Le groupe a perdu la majorité absolue. Comment vous expliquez cet effritement de la majorité ? Écoutez, on a perdu d'une voix, on a un groupe qui était conséquent suite à aux élections législatives de 2017, avec un allié important qui est le MoDem, important en nombre mais aussi sur le fond pour l'apport de ces idées. Écoutez, moi je ne vois pas c'est le membre du gouvernement qui vous parle de difficultés majeures. Je pense que notre majorité est encore solide et que partageons avec elle les grandes orientations que ce pays doit prendre et je ne doute pas que nous aurons son soutien dans les semaines à venir. Pas grandes inquiétudes à cet égard. Pas d'inquiétude. On va finir cette interview par une question que vous pose l'un de nos téléspectateurs. Et une question d'Aurélien sur notre compte Twitter. Où en est la prime pour les travailleurs sociaux, d'une manière générale, qui ont été mobilisés pendant le confinement et la crise sanitaire ? Écoutez, effectivement, il y a eu un certain nombre de primes qui ont été attribuées d'abord au personnel soignant, on s'en souvient, et puis par extension, progressivement, à d'autres professions de santé ou médico-sociales. Je pense notamment à un certain nombre de professionnels des EHPAD. Sur les services à domicile et sur les travailleurs sociaux de la protection de l'enfance, effectivement, il faut d'une part saluer leur engagement, parce que sur la protection de l'enfance, on a peu parlé, mais dans les foyers de l'enfance, si le système a tenu, excusez-moi l'expression, c'est beaucoup, grâce aux décisions du gouvernement qui ont été prises, mais aussi à l'engagement et avant tout à l'engagement des travailleurs sociaux. Et effectivement, cela légitime totalement une reconnaissance de la part de la puissance publique de cet engagement. Les travailleurs sociaux ont les départements pour employeurs, vous le savez, c'est la compétence départementale. Donc nous sommes en discussion avec les départements, notamment avec l'Association des départements de France. J'ai très régulièrement Dominique Bussereau au téléphone à ce sujet-là pour prôner l'attribution d'une prime qui se cale, qui soit proche de celle qui a pu être attribuée aux soignants et qui soit le plus homogène possible sur l'ensemble du territoire. Voilà, c'est en tout cas le message que je porte au département de France et à l'association des départements de France. Je pense que leurs travailleurs sociaux le méritent, qu'ils soient départementaux ou dans des associations gestionnaires. Très bien. Très bien. Merci beaucoup Adrien Taquet d'avoir été notre invité ce matin. Alors juste pour finir, ça y est, les ministres sont autorisés à venir sur les plateaux de télévision ? Voilà, c'était la reprise aujourd'hui. On a respecté une distanciation physique plus qu'honorable. Et oui, nous sommes de retour et c'est un grand plaisir de vous voir en chair et en os ce matin. Merci beaucoup Adrien Taquet. Demain à votre place, ce sera Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national. Tout de suite, la revue de presse des territoires.
Le meilleur de la presse quotidienne régionale ce matin, concocté pour vous par Fanny Conquis. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre. Alors Fanny, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à la une de nos journaux régionaux ? Oui, bonjour à tous. Ce matin, je vous propose de commencer cette revue de presse avec la Charente libre et ce titre « Enfin maire ». En effet, 2 mois après le premier tour du 15 mars dernier, premier tour qui avait eu lieu juste avant le confinement, eh bien enfin les maires élus il y a 2 mois ont pu commencer à prendre leurs fonctions. Les nouveaux conseils municipaux commencent à être installés dans un climat parfois tendu dans certaines communes entre maires élus et maires sortants qui ont dû gérer leur commune 2 mois de plus que prévu dans un contexte de crise sanitaire. Par ailleurs, le journal rappelle ce chiffre, 86% des communes de Charente ont élu leur maire dès le premier tour. Il reste donc 51 communes qui devront organiser le second tour le 28 juin prochain. On passe maintenant à la une de la Provence avec cette semaine décisive. L'acte 3 du déconfinement se joue en effet ces jours-ci. Tout d'abord, ce lundi, commence le Ségur de la santé. Quel avenir pour l'hôpital ? Des discussions, des négociations qui dureront 7 semaines afin de définir le futur système de santé. Demain, c'est Emmanuel Macron qui présentera un plan pour le secteur de l'automobile touché par la crise, on le sait. Et puis mercredi, ce sera au tour de la Commission européenne de présenter son plan de relance. Et puis enfin, bien sûr, tout le monde attend les annonces concernant le 2 juin et cette prochaine phase de déconfinement. Une date particulièrement attendue par les bars et les restaurants, mais aussi par les lycées. La prochaine carte de France rouge-vert et les nouvelles règles devraient permettre d'y voir plus clair pour les semaines qui viennent. Vous l'aurez compris, un calendrier chargé donc avec des annonces sur le plan sanitaire, économique ou encore touristique. Et puis ces annonces sur le plan, elles sont absolument cruciales. Regardez la une de la République des Pyrénées. Économie, la peur du pire. Les entreprises en effet sont inquiètes. Malgré la reprise, la consommation, la production n'est pas au niveau d'avant. C'est pour cela qu'il y aura des défaillances plus importantes avec des secteurs où les emplois seront détruits. C'est ce que nous dit le président de la CHPOB dans les colonnes de la République des Pyrénées. La Chambre de commerce en effet est auprès des départements et certains craignent le pire entre la peur des licenciements, les problèmes de ou de fournisseurs et enfin la question sanitaire et les règles à respecter avec les lieux et les modes de travail qui doivent être adaptés. Tout est donc plus difficile pour les chefs d'entreprise. Et justement, l'évolution des lieux et des modes de travail, eh bien, c'est le bien public qui s'est penché sur le sujet ce matin avec cette question. Télétravail, est-ce la fin de l'ère des bureaux ? Ces 2 mois de confinement ont permis à bon nombre d'entreprises et de salariés de tester le télétravail. Et selon une étude menée en Côte d'Or, eh bien 90% des personnes interrogées pensent qu'il faudrait généraliser cette pratique. Conséquence, il faudra peut-être revoir l'organisation et les locaux nécessaires pour les entreprises. Cette crise va peut-être faire évoluer le marché de l'immobilier de bureaux. Autre conséquence de cette crise sanitaire, peut-être la fin des open space, ces espaces de travail ouverts qui pourraient voir les cloisons revenir pour protéger les salariés. Enfin, pour terminer, regardons la une de la Voix du Nord, ce petit goût de liberté avant l'heure pour ceux qui ont adopté le camping-car depuis le début du déconfinement. Eh bien, les aires qui leur sont réservées se remplissent évidemment, alors qu'il y a encore des incertitudes sur les hôtels et les locations de vacances pour cet été. Eh bien, pour eux, la question ne se pose même pas. L'avantage du camping-car, c'est qu'on peut partir sur un coup de tête pour 2 jours, 1 semaine ou 1 mois, nous dit un professionnel du secteur. C'est un reportage à lire ce matin dans les colonnes de la Voix du Nord. Merci beaucoup Fanny pour cette revue de la presse régionale. Tout de suite, c'est le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires.
Le Club des Territoires en partenariat avec la presse régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui, avec notre bande de journalistes, nous parlerons du Ségur de la santé, cette grande concertation qui commence aujourd'hui pour améliorer notre système de soins et les conditions de travail de nos soignants. Nous parlerons également des élections municipales puisque ça y est, la campagne du second tour est lancée d'ici au 28 juin. Une campagne avec des mesures sanitaires très strictes et qui s'annonce compliquée pour La République en marche. Dans notre Club des Territoires, j'accueille ce matin Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bonjour Arnaud. Bonjour. Je suis ravi d'accueillir pour la première fois dans ce Club des Territoires Jacques Transo, directeur de Médiacité, un média d'investigation locale qui est basé dans 4 villes, à Lyon, à Lille, à Nantes et à Toulouse. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Et puis ce Club des Territoires se fait également à distance avec Guillaume Doyen, directeur de la rédaction de la Gazette des Communes. Bonjour Guillaume. Bonjour. Puis nous irons également voir nos confrères de la presse régionale dans ce Club des Territoires. Aujourd'hui, nous serons à Reims avec l'Union et à Rouen avec Paris-Normandie. Alors on va commencer par le premier thème de ce Club des Territoires, le Ségur de la santé, la grande concertation en faveur notamment de l'hôpital qui est lancée aujourd'hui par le Premier ministre Édouard Philippe. On va voir ce qu'en disait le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé, Adrien Taquet. Écoutez-le. À ma connaissance, il n'y a pas d'enveloppe globale, finale qui a été mise sur la table, mais je pense qu'il y a une conscience collective de la part du gouvernement qu'effectivement des moyens conséquents seront nécessaires. Il y a déjà des moyens conséquents qui ont été dégagés ces derniers mois, ces dernières années. Il y a des engagements fermes qui ont été pris sur l'augmentation des rémunérations. Je vous l'ai dit, il y a un sujet sur l'investissement. On a vu qu'un certain nombre d'hôpitaux étaient à certains égards vétustes et qu'il y avait un véritable besoin de réinvestir dans les lits, dans le matériel, dans le bâtimentaire. Voilà, donc tout ça a effectivement un coût, mais je crois que pour l'hôpital, probablement peut-être encore que plus pour toute autre chose, comme le président a pu le dire dès le début de la crise, quoi qu'il en coûte, nous devrons mener à bien cette réforme. Quoi qu'il en coûte, le gouvernement lance les grands chantiers de la santé avec ce Ségur de la santé. Arnaud Benedetti, quand on écoute Adrien Taquet, on a l'impression que le gouvernement ouvre plusieurs chantiers pour la santé comme s'il arrivait au pouvoir. Oui, alors en effet, il y a plusieurs enjeux. D'abord, il y a un enjeu, c'est de remettre finalement le cœur de métier, c'est-à-dire le soin, au centre du dispositif. Parce que l'une des critiques qui a été finalement émise depuis un certain nombre de temps ou un certain nombre d'années, ce sont des logiques administratives et des logiques comptables qui aujourd'hui piloteraient le système, notamment le système hospitalier. Donc, on va essayer vraisemblablement peut-être de renverser le paradigme dominant de ces dernières années pour remettre encore une fois ce qui est l'offre de soins au cœur du système. Le deuxième aspect, bien évidemment, il y a un aspect quand même financier. On sait très bien qu'il y a des demandes de revalorisation qui sont portées par les personnels soignants, donc il va bien falloir à un moment donné discuter de cet aspect. Des engagements ont été plus ou moins pris déjà par le ministre de la Santé. On va voir ce qui va en être au fur et à mesure de ces discussions. Puis il y a un troisième élément qui est aussi un élément de moyen, c'est que ce dont on s'est aperçu à la faveur de cette crise, qui était une crise qui couvait quand même depuis un certain nombre d'années et qui n'est pas fondamentalement nouvelle, mais que l'épreuve du Covid a d'une certaine manière sursouligné, c'est qu'il y a un cruel besoin ou un cruel manque en matière d'offre de soins. Parce que c'est bien le manque de lits, entre autres, qui a suscité aussi la crise que nous avons traversée. Donc ce sont des dossiers qui vont être vraisemblablement discutés de manière ardente entre les différents partenaires et les pouvoirs publics. Il y a un autre aspect sur le plan de la communication qui me paraît important. On ne parle pas de Grenelle, on parle de Ségur. Le Grenelle est devenu tellement une formule ou un totem banalisé que, en employant l'expression Ségur, c'est-à-dire lieu où siège le ministère de la Santé, on souhaite vraisemblablement montrer qu'il y a là quelque chose d'exceptionnel qui fait qu'on remet la santé au cœur des politiques publiques. Jacques Transo, ça y est, le gouvernement met les moyens pour améliorer notre hôpital ? Je ne sais pas, on va voir. Ce que je sais, en revanche, c'est que nous autres, à Médiacité, comme beaucoup de nos confrères, on n'arrête pas de documenter la faillite de l'hôpital. Et cela depuis de très très longues années, depuis quasiment 20 ans. Et le discours est toujours le même quand on écoute les soignants.
c'est à la fois un discours sur les conditions de travail, mais c'est aussi, j'allais dire surtout, un problème de perte de sens. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus les moyens de faire votre métier, c'est le sens du travail que vous remettez en cause. Et donc, le travail qui est devant les gouvernants et devant Emmanuel Macron, il faut bien qu'il prenne en compte cette notion-là. Parce que s'il règle le problème, ou il essaye de régler le problème avec uniquement des revalorisations salariales, il n'y arrivera pas. Il faut qu'il entende ce discours sur on veut travailler correctement, on veut s'extraire de la logique comptable, on veut s'extraire de cette tarification à l'acte parce qu'on ne gère pas des flux, on gère des hommes et des femmes, on gère des humains. Et donc il faut quelque part dissocier le fonctionnement de l'hôpital d'un fonctionnement capitaliste ou d'un fonctionnement économique classique. Et si on ne comprend pas ça, à mon avis, ça ne changera rien. Et Guillaume Doyen, est-ce que le problème actuel de notre hôpital, c'est qu'il était pensé comme une entreprise classique ? Notamment, oui, et ça a conduit à dessiner une carte hospitalière qui a mis de manière permanente les élus en colère, à supprimer des maternités, à fermer des services d'urgence, à éloigner la population des lieux de soins qu'elle pouvait avoir, alors même que les médecins libéraux prenaient leur retraite. Et dans le viseur aujourd'hui politique de tous ceux qui revendiquent, notamment des élus, il y a les fameuses agences régionales de santé. Vous savez, ce qu'on appelait les préfets hospitaliers, et qui ne dépendaient pas des préfets locaux, et qui avaient une grande latitude pour organiser la carte des soins sur les territoires, singulièrement sur les territoires où il n'y a plus grand-chose aujourd'hui. Donc ce sont peut-être eux qui vont faire les frais, si vous voulez, de cette réforme. En tout cas, beaucoup d'élus souhaitent aujourd'hui leur tête. Ils sont un peu le symbole, alors, pour des raisons aussi un peu injustes, ils sont un peu le symbole aussi d'une bureaucratisation forcenée de la structure hospitalière française. Jacques Transo, est-ce que les agences régionales de santé sont dans le viseur avec cette concertation ? Bien sûr. En fait, c'est toute la pyramide hiérarchique, toute la pyramide administrative, toute la bureaucratie qui est remise en cause. On ne changera pas l'hôpital si on ne part pas de la base. C'est aussi simple que ça. Et je voulais juste ajouter un point. C'est qu'il y a 2 ans, la Cour des comptes a rendu un rapport extrêmement sévère sur l'immixtion des cabinets de consultants privés dans la gestion de l'hôpital. On a la mémoire courte. Il faut lire. Ça a été documenté. Il n'y a pas besoin de refaire un grand débat immense. C'est-à-dire que tout est consigné, noir sur blanc, par les plus éminents magistrats de la République. L'immixtion des cabinets, des grands cabinets conseils à coût de millions dans la gestion de l'hôpital pour aider l'administration de l'hôpital, elle a été très onéreuse et elle n'a pas eu l'effet escompté. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte et repartir de la base. Les soignants, s'ils ont choisi ce métier, c'est qu'ils étaient super motivés. C'est pas un métier ordinaire. Il faut les écouter. Il faut travailler avec eux. C'est aussi simple que ça. Arnaud Benedetti, est-ce qu'on peut dire que le problème actuel de l'hôpital, c'est l'administration qui est trop lourde, trop bureaucratique ? Il faut une administration, il faut des fonctions support pour que le cœur de métier fonctionne. C'est pas tant l'administration que, encore une fois, la logique comptable que l'on a fait intérioriser à cette administration pour avoir un hôpital plus compétitif ou plus performant sur un modèle entrepreneurial. C'est bien ça aujourd'hui qui est remis en question. Mais il y aura quand même des problèmes aussi, des questions de réorganisation du système hospitalier. La question, vous voyez bien que la question, par exemple, des ARS est intéressante parce que les ARS, c'est finalement la déconcentration qui, d'une certaine manière, n'a pas fonctionné en l'occurrence. Et on voit bien que durant cette crise, l'échelon local a été un échelon local qui est apparu parfois beaucoup plus agile ou beaucoup plus véloce que l'échelon central. Donc, est-ce qu'il ne faudra pas revoir la réorganisation aussi du système hospitalier dans sa structuration avec une implication peut-être plus forte des régions? C'est une question qui peut-être sera mise aussi sur la table à l'occasion de ce Ségur de la santé. Guillaume Doyen, le salut de l'hôpital pourrait venir des élus locaux et des régions ? Alors, en tout cas, aujourd'hui, c'est leur demande, si vous voulez, de prendre plus de poids, même les départements, de prendre plus de poids dans l'offre et dans l'organisation des soins, pour le dire comme eux. Maintenant, il faut savoir aussi autre chose, c'est qu'on peut demander un pouvoir, mais une fois qu'il faut l'exercer, c'est une toute autre paire de manches, si vous voulez. Donc, on verra bien effectivement ce qu'ils demandent pour de vrai et ce qu'ils obtiendront en réalité.
Alors, comme chaque jour, nous donnons la parole à nos confrères de la presse régionale et on va aller ce matin à Reims voir nos partenaires du journal L'Union de Reims avec Carole Lardot-Bouillet, rédactrice en chef déléguée de l'Union. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui dans l'Union de Reims, eh bien justement, vous parlez de l'hôpital avec un coup de projecteur sur la femme qui va piloter cette concertation, ce Ségur de la santé, et elle vient de chez vous. Oui, Nicole Notat, on la connaît dans la Marne. L'ancienne patronne de la CFDT pilotera les discussions durant les 7 semaines à venir. Et donc, ce sera vraiment un personnage clé de ce plan Ségur, ce Ségur de la santé, qui sera le 6e plan entamé par le gouvernement depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Alors on va aller dans les Ardennes, dans le journal L'Ardennais, qui consacre un dossier à la reprise du secteur automobile, dont on parlera demain avec le plan annoncé par Emmanuel Macron. Oui, alors une reprise lente du marché de l'automobile qui tente de se relever après le coup d'arrêt vraiment brutal subi durant le confinement. Il faut savoir que le marché français a accusé un recul de 88% des nouvelles immatriculations en avril 2020 par rapport à avril 2019, autant dire une chute abyssale. Donc les constructeurs, les concessionnaires veulent relancer la machine commerciale pour faire revenir les clients. S'ils observent un léger frémissement sur le marché de l'occasion, ils sont beaucoup plus réservés concernant les véhicules neufs. Alors depuis le déconfinement, ils affichent des offres promotionnelles, des facilités de paiement, mais un directeur de concession de Charleville-Mézières prévient, il ne faut pas que les gens fantasment sur une grande braderie pour écouler les stocks. Donc, ce sera le moment des affaires, des rabais, mais pas de grande braderie. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, le président de la République annoncera mardi un plan de soutien à la filière, très attendu à la fois des consommateurs et des professionnels qui espèrent des aides à l'achat des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Et certains, comme Luc Châtel, voient la transition écologique comme un levier de sortie de crise. Alors Carole, on va parler des élections municipales. Quel est l'enjeu du second tour des élections dans votre territoire ? Alors, sur notre territoire, dans la Marne, l'Aisne et les Ardennes, la plupart des maires de nos grandes villes ont été réélus au premier tour, et bien souvent dans un fauteuil. Arnaud Robinet à Reims, Boris Ravignon à Charleville, Jean-Jacques Thomas à Hirson, le maire sortant RN Franck Briffaut également à Villers-Cotterêts. Et donc sur 1862 communes dans nos 3 départements, les habitants de 292 communes seulement retourneront aux urnes pour le second tour, normalement le 28 juin. On regardera tout particulièrement une ville importante chez nous, la ville-préfecture, Châlons en Champagne, où Benoît Apparu est en position de ballottage favorable. Benoît Apparu, l'ancien ministre du Logement de Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup Carole Lardot-Bouillet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef déléguée du journal L'Union. Vous étiez donc en direct de Reims. Merci beaucoup. Cela nous amène à notre deuxième thème de ce club des territoires. On va parler des élections municipales et du second tour. Ça y est, on connaît la date du second tour, le 28 juin, sauf avis contraire du Conseil scientifique. Mais cette campagne va se dérouler avec des mesures sanitaires très strictes, pas de contact social. C'est un peu la campagne impossible, Jacques Transo. Tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça a été dit et répété, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais en rester à une position de principe. C'est-à-dire que la démocratie, ce n'est pas uniquement un scrutin. Le scrutin n'est que l'aboutissement d'un processus. Et ce processus, c'est du débat, c'est de la contradiction, c'est du compromis. Et toute cette partie va être squeezée, au risque d'être squeezée. Et en ce sens, je crains que, plutôt que de démocratie déconfinée, comme on dit, on risque d'avoir une démocratie bâclée. Et ça, c'est pas sain. C'est pas sain parce que la démocratie, notamment la démocratie locale, elle va pas bien. Et on peut le voir avec le taux d'abstention aux différents scrutins municipaux. On parle beaucoup de 2014, où le taux était de un peu plus de 36%, le taux d'abstention. Mais en fait, c'est une dégringolade régulière, depuis de très nombreux scrutins. Là, on a ce boom à 52%, et on risque encore d'avoir un taux d'abstention extrêmement élevé. Et quelque part, il faut le comprendre comme un indice d'une défiance. Parce qu'il y a beaucoup de gens que ça n'intéresse plus. Et donc, le gouvernement qui a 1000 choses, 1000 urgences à faire, relancer un pays, je crains qu'il ne bâcle l'aide à la démocratie. Et ça, c'est pas sain. Personnellement,
J'étais pour un report, peu importe mon opinion. Mais pourquoi j'étais pour un report? Pour soigner la démocratie. Elle en a besoin. Et si on dit, comme Adrien Taquet tout à l'heure, qu'il y a un avant et un après-Covid, ça nécessite un débat. Un grand débat pour une nouvelle société qu'on veut construire, et donc sans doute un nouveau programme, des nouveaux programmes, et donc des candidats qui puissent débattre dans de bonnes conditions. Arnaud Benedetti, est-ce que cette campagne sans contact, que certains diraient bâclée, elle va accentuer l'abstention, la défiance envers les élus ? Alors, on va voir ça. Pour l'instant, il est un peu tôt pour savoir comment va se dérouler cette campagne, mais il est clair qu'elle va se dérouler dans des conditions tout à fait particulières qui n'ont rien à voir avec les rites électoraux classiques. Si vous voulez, il y a de toute façon un vice dès le départ. À partir du moment où le premier tour a été celui que l'on a connu, c'est-à-dire un premier tour avec un très fort taux d'abstention, on a des élus qui ont été, disons, mal élus, forcément, puisque le taux d'abstention était important, qu'il s'agisse des élus qui ont été élus dès le premier tour, et on va voir pour ceux qui vont être élus au second tour. Il y avait un problème technique qui se posait pour l'exécutif et pour l'ensemble de la classe politique, d'ailleurs, au demeurant. C'était que si l'on reculait la date de ce second tour, inévitablement, on était contraint de réorganiser un premier tour. Donc c'était un choix que l'on pouvait faire. Mais il y a l'autre problème, c'est qu'en même temps, on avait au niveau des intercommunalités, des élus qui avaient été validés dès ce premier tour, avec des élus d'anciens élus qui étaient en partance et de nouveaux élus qui devaient arriver. Donc on avait un problème d'organisation, j'allais dire presque du tissu local qui se posait. Donc en effet, il n'y avait pas de bonne solution, en tout cas de solution optimale. L'exécutif veut vraisemblablement, solder cette affaire, parce que d'abord il y a aussi la question des élections sénatoriales qui se posent à partir qui seront maintenues en septembre. Et puis n'oublions pas qu'il y a un autre scrutin en 2021 qui est un scrutin important, qui est le scrutin des régionales et des départementales. Donc il y avait une cascade de scrutins aussi qui faisait qu'il fallait vraisemblablement du côté de l'exécutif aller vite dans cette solution. Est-ce que c'est la bonne solution? Nous verrons bien. Guillaume Doyen, est-ce que cette date du 28 juin pour le second tour, ce n'est pas une manière pour le gouvernement de tourner la page de ces élections municipales qui étaient plutôt mal embarquées pour La République En Marche? C'est une façon de tourner la page, une façon de répondre positivement à la demande des élus qui n'avaient pas remporté le premier tour et qui souhaitaient bien cependant conserver leur position acquise. Il faut se dire quand même qu'on a plus de 3 mois maintenant. On sera à plus de 3 mois du premier tour. Les enjeux ont changé et repousser un peu plus les élections. C'était, comme vient de le dire Arnaud, l'hypothèse de refaire 2 tours, de tout chambouler et éventuellement de contrarier complètement les plans des uns et des autres, y compris de ceux qui ne sont pas marcheurs, mais qui sont prêts à soutenir les marcheurs dans un certain nombre de leurs démarches, si j'ose dire, un certain nombre de leurs programmes. Donc, si vous voulez, il y avait là, si vous voulez, un enjeu de stabilisation du système qui pesait lourd. En réalité, il a fait quelque chose d'assez... Le gouvernement choisi la voie la plus simple. C'est il passe derrière lui les élections et puis surtout, il contente un certain nombre de ses alliés ouverts, alliés officiels ou pas d'ailleurs. Messieurs, on va maintenant aller à Rouen, retrouver nos partenaires du journal Paris-Normandie avec Thierry Rabillet, rédacteur en chef du journal. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, à la une de Paris-Normandie, il est question de l'avenir des salles de spectacle. De la salle de spectacle et de la culture en général, puisqu'on parle bien sûr de tous les festivals d'été qui auraient dû avoir lieu en Normandie, le festival Beauregard qui est bien connu, le festival des papillons de nuit, le festival du rock à Évreux. Donc tous ces festivals ont dû se rendre à l'évidence de ne pas pouvoir tenir cette édition 2020. Ils donnent rendez-vous à tous leurs festivaliers en 2021. Mais en attendant, on fait quoi? On s'organise comment? Il n'y a pas que des bénévoles autour de ces festivals, il y a aussi des permanents, il y a des structures en dur qui font vivre aussi la culture toute l'année. Donc nous sommes allés à la rencontre de ces directeurs de salles, de ces organisateurs de spectacles qui doivent se réinventer, qui organisent des captations, qui essayent d'organiser des petits concerts dans des petites choses, qui imaginent des concerts même chez l'habitant. Donc on voit qu'il y a beaucoup de système D et aussi ce qui est important, on s'aperçoit que sans l'aide
des collectivités locales. Ces structures ont beaucoup de mal à survivre demain et surtout s'il n'y a pas de festival en 2021, beaucoup devront mettre la clé sous la porte. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles quand même aujourd'hui dans Paris-Normandie. Il y a aussi le festival Normandie Impressionniste, 4e édition, qui devait démarrer en avril au plein cœur de l'épidémie. Eh bien, les organisateurs ont décidé de maintenir le festival 2020 et il commencera le 4 juillet prochain et s'écoulera jusqu'au 15 novembre 2020. Donc on aura un festival quasiment complet avec des belles expositions, que ce soit dans les musées, les grands musées de Caen, du Havre, de Giverny et de Rouen. Donc vous allez avoir une cinquantaine de belles expositions avec souvent des toiles inédites qui sont présentées au public. Donc on peut donner rendez-vous à tous les Français de venir en Normandie cet été. Il y aura des belles choses à voir dans toutes les villes. Et donc avis aux amateurs d'impressionnisme. Alors ce matin dans Paris-Normandie, il y a les maîtres d'hôtel qui tirent la sonnette d'alarme. Ben, eux aussi, parce que quelque part, ce sont toujours les gens qui sont un peu dans le coulisses, les gens qui ne sont pas les plus visibles, ce ne sont pas les propriétaires, ils ne sont pas gérants. Et eux aussi, leur profession, forcément, depuis la fermeture de tous les établissements qui accueillent du public, sont en danger. Ils se demandent comment va se passer la reprise. Ils attendent avec beaucoup d'impatience les annonces du Premier ministre à partir le week-end de la Pentecôte. On attend des annonces autour du 31 mai ou du 1er juin afin de savoir ce qui va se passer après ces 3 premières semaines de déconfinement, avec une reprise des activités comme on peut le voir en Espagne, en Italie. On voit que les hôtels, les restaurants, les bars rouvrent. Donc les maîtres d'hôtel, ils sont prêts, ils sont sur la ligne de départ, ils sont dans les starting blocks. Et eux aussi, ils ont envie de reprendre une activité, de retrouver le travail, de retrouver le chemin de leurs établissements afin de réaccueillir du public et d'avoir de nouveau un sens à leur existence. Et puis Thierry, dans vos colonnes aujourd'hui, vous parlez des municipales et des sénatoriales, le thème de notre club. Oui, on commence à en parler de plus en plus depuis que le scrutin du 28 juin le second tour a été fixé, donc par Édouard Philippe, qui sera lui-même candidat à sa propre élection au Havre, donc le 28 juin. Il a dit lors de son annonce qu'il ne confond pas la vie parisienne, la vie des Français et la vie des Havrais, donc il ne s'est pas prononcé pour l'instant dans la façon dont il fera campagne. On ne l'a pas revu au Havre directement ce week-end de façon publique. Donc on se doute qu'Édouard Philippe, globalement, il vise bien sûr cette réélection. On parle de plus en plus de tensions dans le tandem de l'exécutif. On parle même d'un remaniement début juillet, ou du moins avant le 14 juillet, la fête nationale, ce qui pourrait être étonnant, puisque globalement, Emmanuel Macron a souhaité que ce 14 juillet, ce soit un peu le 14 juillet des soignants, de tous ceux qui ont participé à cet effort de guerre pour empêcher le pays de sombrer. Donc fêter ce 14 juillet sans son Premier ministre qui a été en première ligne, et on l'a vu encore dans les derniers sondages qui sont parus ce week-end, que sa cote de popularité est encore supérieure à celle du chef de l'État. Il est reconnu par les Français par son sens du devoir. Il a un discours clair, il a un discours de transparence. Les Français l'apprécient plutôt. Il a encore 46% de bonnes opinions dans le sondage qui est paru dans le JDD hier. Donc on s'aperçoit globalement qu'Édouard Philippe, en fait, il a une bonne cote globalement à la sortie de cette crise sanitaire économique inédite. Donc se passer de Édouard Philippe le 14 juillet, ce serait peut-être un coup de poker pour Emmanuel Macron. Mais globalement, on sait très bien que les tensions sont de plus en plus vives entre les deux hommes. Merci beaucoup Thierry Rabillet pour votre intervention en direct de Rouen. On va revoir la une de Paris-Normandie aujourd'hui, une une consacrée à l'avenir très incertain pour les salles de spectacle et également les festivals. Merci beaucoup Thierry Rabillet. Merci à vous et bonne fin d'émission. Arnaud Benedetti, on l'entendait dans l'intervention de Thierry Rabillet. Est-ce que cette crise sanitaire gérée par Édouard Philippe peut lui être favorable dans son second tour à l'élection municipale du Havre ? Probablement, parce que c'est vrai qu'au vu du premier tour, c'était un Premier ministre qui n'était pas assuré de sa réélection dans sa bonne ville du Havre. Quand on regardait le rapport de force, certes, il était largement en tête, mais il avait 2 listes de gauche qui, finalement, additionnées, faisaient quasiment jeu égal avec sa propre offre électorale. Donc, il y avait une incertitude. Alors, cette incertitude, elle demeure encore, mais il est clair que la façon, en tout cas, dont Édouard Philippe a géré cette crise
par contraste d'ailleurs avec le président de la République, on le voit dans les études d'opinion, peut être pour lui un facteur en tout cas favorable dans sa reconquête, dans sa réélection à la mairie du Havre. Donc il a là en tout cas un contexte qui est un peu plus favorable aujourd'hui que le contexte qui était celui, souvenons-nous, de la réforme des retraites au mois de mars. Donc indéniablement, il est, disons, plutôt dans une perspective qui est favorable, mais encore faut-il être très prudent parce que les urnes restent quand même un moment de grande incertitude. Guillaume Doyen, Édouard Philippe est en bonne position dans l'élection au Havre ? Là, oui, il est favori, mais je ne peux pas non plus lire dans le marc de café, tout est encore possible. Ce qui compte beaucoup dans cet épisode-là, et ce dont on parle finalement, c'est la question de est-ce que le Premier ministre, imaginez-vous, Premier ministre de la 6e ou 7e puissance mondiale, va être élu maire du Havre. Aujourd'hui, si vous voulez, le poids compris les élus locaux, à la fois dans l'organisation du pays et les mandats locaux dans la structuration des carrières politiques est devenu tellement énorme qu'on en est à se poser ce genre de questions qu'on se serait posé de manière tout à fait marginale il y a encore quelques années. Donc le simple fait que vous me posiez la question indique vraiment qu'il y a un vrai changement de paradigme en France aujourd'hui. C'est la question, c'est est-ce que je vais pouvoir rester élu local ? Là on a vu Darmanin qui dit je serai ministre du budget et maire de Tourcoing. Donc on voit vraiment un changement non seulement dans les mentalités des citoyens, mais en plus dans la façon dont les élus et les ministres managent, si j'ose dire, leur carrière. Allez messieurs, on va voir les unes de vos publications respectives. Jacques Transo, Médiacité, je voudrais revenir sur l'un de vos dossiers qui concerne Lyon et qui montre qu'en fait, avec la crise du coronavirus, beaucoup de projets de l'agglomération de la métropole lyonnaise sont devenus anachroniques. Tout à fait. Donc on a recensé à Médiacité 10 projets qui nous semblent anachroniques pour le monde de l'après-Covid. D'ailleurs, on a été rattrapé par l'actualité puisque Gérard Collomb a annoncé l'arrêt de son projet d'anneau des sciences, qui est le grand contournement ouest de Lyon. 5 milliards d'euros, 15 kilomètres, et il a dit on n'aura plus les moyens. Et donc il s'est appuyé sur la crise du Covid pour annuler et pour annoncer l'annulation de ce projet qu'il portait à bout de bras. Donc vous voyez bien, et je relis à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a nécessité d'un débat sur le monde qu'on construit pour l'après. Donc on a recensé ces 10 projets à Lyon, on aurait pu le faire dans nos autres villes, à Nantes, à Lille ou à Toulouse. À Toulouse, par exemple, la crise de l'aéronautique pour cette ville, c'est incroyable. Il y a un projet de 3e ligne du métro qui là aussi est très cher, on estime à peu près à 3 milliards, et qui dessert les principaux sites économiques, dont Airbus. Est-ce que ce projet est toujours valable ? Est-ce qu'il faut le remettre en cause ? Là encore, ça nécessite du débat, de la démocratie, et donc peut-être pas un scrutin au 28 juin. Et ces programmes changeants vont être intéressants à suivre dans le débat de l'entre-deux tours. Arnaud Benedetti, la une de la revue politique et parlementaire qui est consacrée au général de Gaulle. Oui, alors on célèbre finalement l'un des plus illustres de nos contributeurs, puisque le général de Gaulle avait publié en 1933 son premier article dans une revue civile, Vers l'armée de métier, un an avant la sortie du livre éponyme. C'est une année donc commémoration pour le général de Gaulle, puisqu'on célèbre à la fois sa naissance, l'appel du 18 juin et puis sa disparition. Beaucoup de signatures, des interventions de politiques, Gérard Darmanin d'ailleurs qui a fourni un article à la revue, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Pierre Chevènement et bien d'autres encore, beaucoup d'universitaires, des écrivains, Denis Tillinac, Jean-Marie Rouard, qui rappellent l'ombre de plume que fut le général de Gaulle. Donc un dossier très complet qui permet de brasser finalement la figure historique et surtout ce que cette figure historique constitue encore comme référence dans le débat public aujourd'hui. Et effectivement, on le voit dans l'actualité politique, dans la classe politique, de gauche à droite, même jusqu'au Rassemblement national, eh bien, on fait référence, on rend hommage au général de Gaulle. Oui, pour deux raisons, parce qu'il nous a légué deux choses. Il nous a légué d'abord des institutions, la constitution de la Ve République qui fait qu'aujourd'hui nous avons une stabilité institutionnelle qui permet à beaucoup de majorités et beaucoup de gouvernements de passer le cap des événements, et puis aussi une certaine idée de la puissance. C'est ce qui en tout cas reste aujourd'hui du général de Gaulle. Et puis Guillaume Doyen, à la une cette semaine de la Gazette des communes, une question, crise sanitaire, les collectivités vont-elles sauver la France ? Oui, alors on a créé
des métropoles puissantes. On a vu quel rôle elles avaient pu jouer dans la crise sanitaire, en réagissant rapidement, en étant plus véloces, etc. Mais cela dit, le point d'interrogation mérite de rester, parce que on a aujourd'hui une France qui fonctionne à plusieurs vitesses, un État qui n'est plus le grand péréquateur, qui n'est plus le grand égalisateur. C'est l'objet du débat que vous voyez là en une avec Pasquier et Bauchet. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été nos invités dans ce club des territoires. Demain, notre invité politique sera Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national et député du Nord. Et puis, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h. Ne manquez pas Audition publique, notre interview politique en partenariat avec Le Figaro et LCP, avec cette semaine comme invité Damien Abad, le patron des députés Les Républicains. Très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.